Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation du balado à la volée. Les deux Maxime en studio au lendemain des finales de l'US Open. Max, on n'a pas eu à brainstormer bien longtemps pour savoir comment on allait commencer cette émission-là. Pendant 2 semaines, Bianca Andreescu nous a fait vivre des émotions très fortes, mais aucune qui était à la hauteur de cette finale qu'elle a disputée face à Serena Williams. Une victoire en 2-7 contre la plus grande joueuse de tous les temps. Dans son royaume pour son premier Grand Chelem. Le premier d'ailleurs remporté par une Canadienne. Un grand moment pour la planète du tennis canadien. Puis avec raison, c'est le nom qui tourne le plus en ce moment sur la planète tennis. Andreescu nous a fait vibrer, tu l'as dit, pendant 2 semaines. Chacun de ses matchs, depuis le début de l'année, en fait, chacun de ses tournois qu'elle a participé. Puis je pense que c'est simplement le parfait point d'exclamation à cette première, si on veut, grosse partie de la saison. Certains qui restent encore des tournois, mais pour la saison Grand Chelem, ça peut pas mieux se terminer, je pense, du côté féminin, alors qu'on avait finalement, on va le dire, la reprise de la finale souhaitée de la Coupe Rogers qui s'était terminée un peu en queue de poisson. On se souvient, c'était encore Andreescu qui avait terminé avec le trophée, mais en raison, cette fois-ci, véritablement de l'abandon de Serena Williams. Là, lorsqu'on a vu le tableau ressortir, c'est certain qu'on avait remarqué que les deux joueuses n'étaient pas dans la même portion, puis que même le clan Andreescu, Sylvain Bruno avait dit à sa joueuse que ce serait spécial de revoir Serena cette fois en finale. C'est exactement ce qui s'est produit et Andreescu a répondu non seulement aux attentes, les deux joueuses étaient présentes pour le moment. On a eu le droit à un match complet cette fois-ci également pour ce qui était des deux joueuses. Et véritablement, Andreescu a été sensationnel de A à Z, la manière que le match s'est joué, des rebondissements à gauche à droite, un petit creux de vague, Serena qui remonte la pente en deuxième manche, c'est certain qu'on a la chance d'analyser, mais c'était vraiment incroyable. Et tu l'as mentionné pour le tennis au Canada, une première victoire en simple pour une Canadienne. Oui, parce qu'on sait qu'il y avait eu 2 finales avant ça. Il y avait eu Eugénie Bouchard qui nous avait représenté à Wimbledon 2014 et puis au même tournoi à Wimbledon en 2016, ça avait été Milos Raonic. Ça s'était terminé sans que ces deux-là puissent gagner un set, mais Andreescu, tu en as parlé, elle a répondu aux attentes. Ben, c'est des attentes qui ont été constamment changeantes, on peut le dire, là, à son égard au fur et à mesure, non seulement que le tournoi a commencé, mais l'été en général, là, depuis qu'elle a recommencé à jouer après cette période de 4 mois pratiquement sans jouer, là, un seul match durant cette période entre le 1er avril et le 1er août. Mais c'est certain que nos attentes ne seraient peut-être pas allées jusqu'au fait de penser qu'elle aurait pu répondre d'une manière aussi convaincante dans un contexte aussi stressant que sa première finale de Grand Chelem contre une foule, je ne veux pas dire qu'elle lui était hostile, mais qui était carrément prête à exploser de joie à chaque fois que Serena Williams faisait un coup gagnant. Mais elle nous a montré que non seulement elle a les qualités tennistiques pour en être là, mais aussi elle a cette prestance, cette présence sur le terrain qu'il n'y a pas beaucoup de joueuses qui ont, puis encore moins à 19 ans. Je crois qu'on peut y aller avec une expression consacrée des Québécois. Elle a la dureté du mental. C'est quelque chose à voir du côté d'Andreescu. Tu l'as mentionné aussi, au niveau des attentes, on se rappellera pour la Coupe Rogers, Sylvain Bruno avait dit qu'elle n'était même pas certaine de jouer. Ça s'est décidé à toute dernière seconde de son côté. Finalement, elle est en mesure, le corps tient le coup. Elle se présente au US Open par la suite. Le corps non seulement tient le coup, mais elle est véritablement dominante dans ses premiers matchs de la compétition. Et plus le tournoi avance, puis on réalise qu'elle a véritablement ses chances. On entendait à gauche à droite également lorsque Brad Gilbert dit que tu es sa favorite pour gagner le tournoi. Puis c'est véritablement ta première participation dans le tournoi principal. On se rappelle l'an dernier, elle ne s'était même pas qualifiée, elle avait perdu le premier tour de qualification. Et là, sa première présence dans le tableau principal, après un seul tournoi véritablement durant l'été, tu es considérée comme l'une des favorites pour l'emporter. Ouais. Non seulement livre la marchandise, c'est la première fois également qu'elle était véritablement une tête de série, 15e mondiale. Je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux du côté de la Canadienne. Puis encore une fois, la finale représente parfaitement sa saison. Comme tu l'as mentionné, elle est en mesure de rester véritablement concentrée dans sa bulle et d'aller chercher le point à la fin après une remontée tout simplement hallucinante de Serena. Je pensais que le match était en train d'y glisser tranquillement entre les doigts du côté de la Canadienne. Pour la grande majorité des joueuses, ce match-là aurait facilement pu glisser. Non seulement se rendre à un 3e set, mais aussi qui sait ce qui peut arriver en 3e manche. Là, il y a beaucoup de joueuses qui se seraient fait imposer un 6-2 par Serena Williams, une Serena Williams en feu en 3e manche. Là, il y en aurait beaucoup de joueuses à qui ça serait arrivé. Bref, de 152e mondial au début du mois de janvier à 5e mondial en date de ce matin, Bianca Andreescu. Puis du côté de Serena, ben, c'est une 4e défaite de suite en Grand Chelem pour elle. En finale Grand Chelem, ça commence à peser, on dirait, du côté de l'américaine. Plus ça avance, là, on réalise que ça commence
On savait que ça devait être une partie, dans un coin de son esprit, cette fameuse marque de 24 titres du Grand Chelem. Mais là, tranquillement, on dirait que ça pèse de plus en plus et elle ne va faire en sorte qu'on va tout simplement y parler encore davantage parce que les années avancent. Pour Serena, ça devient de plus en plus compliqué. Là, s'il y a des joueurs qui commencent à pousser comme Bianca, ben là, on se dit que ça va être encore plus compliqué pour l'Américaine et que c'est des chances qu'elle ne reverra plus. C'est cliché, mais c'est véritablement ça. Ces finales, elle ne les jouera plus. Ouais. Puis si on garde un souvenir un peu amer de sa manière de réagir à la défaite en 2018 contre Osaka, mais cette fois-là, elle a pris ça de manière pas mal plus gracieuse, Serena. Elle a été bonne joueuse, elle était même souriante durant les cérémonies d'après-match. De ce côté-là, on ne peut que féliciter la façon dont elle a... Donc, elle a conclu le tout, puis elle a fait preuve de classe. Avec ça. Oui, tout à fait. Preuve de classe dans ses propos, là, alors qu'elle a même été dire, si ce n'était de Vénus, même qu'elle a rajouté, c'était Andreescu qu'elle voulait voir si on veut gagner ce tournoi après elle, bien évidemment. Mais en effet, je pense que ça aide aussi qu'il n'y ait pas eu une controverse, soit avec un officiel ou partisan ou peu importe. Ça s'est véritablement joué sur le terrain, cette finale. Serena qui a été probablement avec des hauts et des très bas durant cette finale, il faut être honnête aussi. Ça n'a pas été son meilleur tennis, loin de là, du tournoi. Lorsqu'on regarde la demi-finale qu'elle avait jouée contre Elina Svitolina, je craignais véritablement pour Andreescu en finale parce que ça me semblait la Serena des bonnes années. Mais sans doute que l'Américaine aussi avait un stress de son côté, d'où on a vu ses innombrables fautes directes, également les difficultés au service. C'était pas la Serena qu'on connaissait. Et je pense qu'il faut donner crédit aussi de ce côté au retour de service d'Andreescu, parce que Serena remportait seulement 30% de ses deuxièmes balles mises en jeu. C'est pas des chiffres à ceux à quoi on doit s'attendre pour Serena. Cette fois, c'est moi qui sors les statistiques. Elle était 60% de réussite justement en demi-finale contre Svitolina. Donc en finale, c'est véritablement la pression que mettait Andreescu qui a forcé Serena à peut-être tenter un peu plus sur sa deuxième balle lorsqu'elle voyait que la Canadienne ramenait les retours en jeu non seulement, mais qu'elle était également assez agressive pour prendre l'avantage du point dès le retour. Et là, l'Américaine est allée avec peut-être des deuxièmes balles plus forcées, ce qui explique les 8 doubles fautes qu'elle a commises, dont celle qui a donné la première manche à la Canadienne. Oui, puis on se rappellera longtemps de ce coup gagnant. C'est quand même un très beau retour de service pour gagner ton premier Grand Chelem, un qui a déstabilisé complètement Serena. Mais on peut aller rejoindre une personne qui a vécu de très près toutes ces émotions-là et qui peut nous en parler. Notre collègue est aussi la rédactrice en chef du blog tennis.life, Stéphanie Miles. Comment vas-tu, Stéphanie? Je vais bien, je suis justement de retour chez nous, là, donc ça fait du bien. Non, on n'en doute pas. Là, après toutes ces effervescences, même l'été passé sur la route, le US Open, là, de pouvoir être dans ton divan pendant un petit temps. On ne sait pas combien de temps avec toi, là, mais... Ouais, peut-être une journée. Mais écoute, je suis arrivé à l'aéroport, mon mari est venu me chercher, puis je ne l'ai pas reconnu parce qu'il y avait une grosse barbe toute grise. Je suis partie aussi longtemps que ça. Ah, c'est bon. Mais Stéphanie, j'aimerais que tu nous parles un peu de la façon que ça s'est vécu dans les tribunes, cette exceptionnelle victoire historique de Bianca Andreescu à 19 ans, le troisième seulement tableau principal en Grand Chelem. Et puis, elle peut le dire maintenant, elle a son nom sur un trophée d'un tournoi majeur. Écoute, c'est une drôle de chose, hein, parce que j'avoue que je suis pas une personne qui pensait comment ça va être si jamais une Canadienne ou un Canadien sera en finale de Grand Chelem, une chance de gagner. Je pense pas vraiment comme ça. Je prends ça vraiment match par match. Hein. Et puis, mais c'était pas inévitable, mais c'est juste, il y a un match qui se jouait, puis ça passait, puis plus ça avançait, ça avait l'air qu'elle allait gagner, puis c'était comme normal. Et puis, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant parce que c'était pas une grosse surprise qu'elle gagne. Ça, c'est quand même, ça n'en dit long, hein, sur ce que cette fille-là a fait sur le terrain. Mais en même temps, Serena, vous avez bien raison, hein, ça pèse dur. Puis je pense que celle-là va faire encore plus mal parce que, pour une fois, peut-être la première fois depuis qu'elle est revenue et puis qu'elle a commencé à jouer ses finales de Grand Chelem, elle est en santé. Et puis, on a vu durant son tournoi, ça allait quand même très bien. J'avoue que Svitolina, là, c'était pas fort comme résistance. Elle n'a pas vraiment offert beaucoup, là. Donc, Serena a très, très bien paru dans ce match-là. Ouais. Mais quand même, c'était... elle avait comme... Je sais pas si elle avait un plan de match, mais le plan de match fonctionnait pas. Et puis, elle faisait pas d'ajustement, elle changeait rien. Elle était vraiment quand même assez figée. Ses pieds bougeaient mieux que dans d'autres finales, surtout je pense à Wimbledon. Ouais. Mais quand même, elle était vraiment paniquée. Je regardais son visage, j'ai vu un paquet de photos, puis je regardais son visage, puis elle avait l'air angoissée tout le long. Et puis après, quand elle a dit quelque chose genre j'aurais aimé que la vraie Serena arrive, tu sais, quelque chose comme ça. L'affaire, le problème qu'elle a, c'est que la vraie Serena, là,
on l'a pas vue depuis qu'elle a quitté pour avoir son bébé. Et puis là, elle a 38 ans. Et puis, elle n'a pas nécessairement repris la forme depuis ce temps-là. Puis, elle ne la reprendra peut-être pas non plus. Hein? Et puis, en plus, elle vieillit. Donc, elle se compare à la Serena des belles années, mais je pense qu'il va falloir qu'elle trouve d'autres façons de gagner à part d'être Serena des belles années parce que cette Serena-là, je pense qu'elle est partie. Puis c'est un méchant dilemme. Puis c'est un gros saut à faire dans son mental. Et puis, on verra comment elle va digérer ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qu'elle va faire pour ses prochains tournois. Si elle revient cette année, je ne sais pas, là, mais en tout cas en Australie, c'est sûr. Exactement. Puis tu fais bien de le mentionner aussi, cette dynamique de Serena qu'on avait au début des années 2000, milieu des années autour de 2010. La majorité de ses matchs, on peut quasiment dire qu'elle l'emportait avant même de se présenter sur le terrain. Ses adversaires savaient qu'elles allaient perdre contre Serena avant même que le match soit commencé ou qu'elles étaient en désavantage, ce qu'on ne sentait pas chez Andreescu au début de la rencontre, alors qu'elle a brisé son service d'entrée de jeu. Et puis la rencontre avançait, on se disait que c'est Serena qui était deuxième sur le terrain, en fait, et non pas Andreescu, qui était pourtant moins bien classé, qui en était en fait à sa première finale Grand Chelem, alors que Serena était chez elle. Justement, elle avait ses partisans. On sentait qu'elle a grandement eu besoin de la foule lors de la deuxième manche. Toi, comment tu as vécu ça un peu, justement, que toute la foule, les Américains sont rangés derrière Serena lorsqu'elle a commencé finalement cette remontée à 5-1? Écoute, ils ont vraiment essayé, hein? Mais c'est le genre de choses qu'une grande foule ferait, même si la moins favorite serait vraiment en arrière parce qu'ils veulent voir plus de tennis en général. Ils ont fait ça avec Medvedev dans la finale hier soir qui était en passant vraiment spectaculaire. Oui. Mais ils ont essayé, mais je suis pas sûre qu'elle a utilisé la foule. Écoute, elle a sûrement eu besoin de faire appel à la foule pour lui donner un boost. C'est pas quelque chose qui est vraiment dans son plan de match, dans son ADN de tennis. Et puis, je ne sais même pas si elle a entendu le monde parce que le monde faisait du bruit. Je suis même pas sûre qu'elle a entendu. Elle était tellement poignée dans sa propre tête, là. C'était quand même, écoute, je regardais son mari, parce qu'il était assis pas loin, là, puis lui, il avait le même visage, là, angoissé. Il passait tous les points avec elle, puis tout le monde, la Duchesse, et Anna Wintour de Vogue, et tout le Venus, tout le monde, leur visage, ça en disait là, ils savaient qu'elle s'en allait pour perdre. Et puis, c'était vraiment quelque chose. Et puis, je me sentais mal pour elle. J'ai trouvé que, comme vous avez dit, son comportement était vraiment impeccable. Non seulement parce qu'elle aime bien Andreescu, mais aussi, écoute, elle a un après-carrière à planifier. Hein, et puis, c'était sûr qu'elle savait que tous les yeux de tout le monde seraient sur elle après ce qui s'est passé l'an dernier. Et puis, elle s'est vraiment assurée de se comporter, de faire toutes les choses à la perfection pour essayer d'effacer ça un petit peu, et puis elle a très bien réussi. C'était une actrice dans le temps, hein? C'est vrai, ça vient jouer. Ouais. C'est vrai que ça doit être salué, puis c'est vrai aussi qu'il va falloir considérer, à 38 ans, est-ce qu'il va y avoir une tonne d'autres opportunités qui vont lui être présentées de remporter ce fameux Grand Chelem qui lui permettrait d'égaler Margaret Court. Ça reste à voir, mais moi, je voulais te parler d'un moment en particulier. Il y en a une tonne de moments qui nous ont permis de savoir à quel point Andreescu a une prestance sur le terrain, mais assez tôt au premier set dans cette finale-là, je pense que c'était 2-0 Bianca à ce moment. Il y a eu une montée au filet de Williams. Elle a commencé en lui envoyant une balle au nombril à Andreescu. Elle lui a ramené de justesse, et puis Serena lui a smashé ça, là, ça lui est passé à 2 pouces du visage, puis elle a hurlé un commande, la foule était vraiment embarquée. Puis comment Andreescu a réagi à ça? Il y a bien des joueurs qui se seraient écrasés peut-être de voir ce moment-là se produire, mais non, elle s'est remise à faire des coups gagnants, puis à crier elle-même des commandes pas mal plus dans le silence du Arthur Ashe, mais quand même ça nous donne une bonne idée d'à quel point elle est animée d'une confiance à toute épreuve, Bianca. Écoute, elle a de la hargne, cette fille-là. Et puis, je pense que c'est ça la grande différence avec toutes les joueuses qui, depuis 2 ans, depuis comme le départ de Serena et son retour, qu'il y avait de la place à numéro 1, numéro 2, il y avait de la place pour quelqu'un de vraiment venir dominer le tennis. Parce que là, il n'y avait plus d'excuses. Hein? Quand Serena était là, c'était OK, c'est la meilleure, puis même à 75 %, c'est la meilleure, c'est la numéro 1. Il n'y a pas de place en haut, c'est correct, je vais être numéro 2, je vais être numéro 5, ça va être bien, je vais faire mon argent, je vais faire ma petite affaire. Et puis là, tout à coup, elle disparaît, puis là, c'est comme il n'y avait plus d'excuses. Là, il y avait une opportunité pour quelqu'un de vraiment prendre le jeu féminin par le cou, là, puis dire, je le prends, c'est à moi. Et c'est un petit peu ça qu'Andreescu a fait cette année, et je pense que
il y a personne qui s'attendait à ça. Et puis, tant mieux que quelqu'un, que ce soit une Canadienne ou non, qui prenne l'opportunité qui a été présentée par le fait que c'est ouvert à tout le monde et puis qu'il l'a prise. Hein. Puis, comme je dis, tant mieux que ce soit une Canadienne, mais je pense que le tennis féminin avait besoin de ça parce qu'il y avait des belles performances ici et là, mais c'était comme s'ils avaient besoin tellement de se surpasser juste pour avoir un bon 2 semaines ou une bonne semaine ou un bon tournoi. Après ça, ils ont tendance à disparaître pendant un mois juste pour essayer de récupérer. Puis je pense qu'Andreescu, c'est pas son cas. C'est pas à l'extérieur de sa zone de confort de compétitionner à ce niveau-là. Puis ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Exactement. Puis là, on l'entend déjà dans ses entrevues d'après-tournoi, après quelques célébrations. Tout ce qu'on entend d'elle maintenant, c'est qu'elle veut déjà passer à la prochaine étape. Elle pense déjà au prochain trophée qu'elle veut remporter. Elle est loin d'être rassasiée, la Canadienne. Est-ce qu'on doit se réjouir justement de cette approche, elle qui en veut encore toujours plus? Puis honnêtement, il ne faut pas non plus s'emporter trop vite. C'est encore une belle saison pour elle. C'est quelques très beaux tournois de son côté, mais on l'a vécu dans le passé. C'est facile de s'emporter rapidement avec une joueuse et un joueur encore. Est-ce qu'il faut être prudent ou tu vois vraiment qu'avec Andreescu, on peut se ranger et aller à fond avec elle et vraiment aspirer justement à tous ces grands honneurs qu'elle vise? Ben, je pense que tout le monde qui me connaît ou qui me suit sur Twitter savent que moi, avec le super hype, là, je suis pas capable. Mm-hmm. Parce que moi, je me dis tout a son temps et on laisse les choses se développer. Et ce que les jeunes n'ont pas de besoin, c'est une pression supplémentaire, soit des partisans, soit des médias, tout ça. Tout le monde, on se calme, c'est beau. Elle a une très belle saison jusqu'à maintenant, mais l'an prochain, ce ne sera pas pareil. Hein. Les circonstances, les situations vont être tellement différentes. Et en plus de ça, elle a un petit 5-6 millions en poche. Elle va avoir des commanditaires qui vont la solliciter, avoir des tournois qui vont lui offrir du cash pour venir jouer leur tournoi, pour résister la tendance de ne pas trop jouer, parce qu'on a vu ce que ça lui a fait au printemps. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'attention. Et puis en plus, tout le monde veut la chasser. C'est comme Serena dit, tout le monde qui joue contre moi, ils jouent le meilleur tennis de leur vie. Là. Ben là, Andreescu, c'est une championne du Grand Chelem, puis ça va lui arriver à elle aussi à un certain moment. Alors, il faut vraiment... On est mieux de baisser les attentes un petit peu et puis qu'elle les surpasse que de mettre les attentes tellement hautes et puis qu'elles nous déçoivent. Je trouve que c'est la meilleure stratégie, mais on n'est pas comme ça. Hein. C'est comme ça arrivera pas, mais ça, c'est mon petit rêve. C'était pour dire justement, on va essayer de se charger de ça, mais c'est certain que c'est difficile déjà après sa Coupe Rogers. On parlait justement de l'US Open, mais on n'avait quand même pas le choix de la considérer parmi les favorites. Cette fois-ci, on a eu raison, tant mieux, mais c'est vrai que, comme tu dis, il faut quand même appel au calme un peu dans tout ça et non pas se lancer trop vite vers l'avenir parce qu'elle est tout jeune, sa carrière, puis on ne sait pas non plus, il y a tellement d'impondérables qui peuvent survenir. Exactement. Oui. Mais est-ce qu'on devrait passer du côté masculin? Parce que, bon, Andreescu disputait sa première finale, mais il y en avait un autre dont c'était la première finale de Grand Chelem. Puis on commençait à se demander vers la mi-chemin au 3e set si cette finale-là entre Nadal et Medvedev allait donner le spectacle auquel on pouvait espérer. Ça commençait pas nécessairement que les 2 premiers sets ont été gagnés de la même manière qu'à la Coupe Rogers à Montréal. C'est pas ça l'idée. Mais quand même, il y a eu un moment à partir de 3-2 au 3e set où Medvedev a vraiment commencé à installer le doute dans l'esprit de Nadal. De longs échanges, pris des chances plus que ce à quoi on est habitué de Medvedev qui est surtout fort en régularité dans son jeu. Beaucoup de revers, long de ligne. Ça a commencé à faire germer le doute dans l'esprit de Nadal. Puis, on a eu un grand spectacle grâce à ça. C'était vraiment, vraiment du bon tennis, hein, parce que c'est ces 2 joueurs qui ont tendance à rester vraiment, vraiment loin derrière la ligne de fond. Et ils savent que l'autre le fait. Donc, les 2 ont monté au filet comme beaucoup. Là. Je pense une centaine de fois entre les 2. Et puis, à part ça, Medvedev, il prend où son énergie, là? Il n'a pas arrêté de jouer au tennis cet été. C'est comme s'il a eu son 5e souffle, puis il s'est mis là-dedans. Puis c'est tellement intéressant comme joueur, parce qu'il n'a pas un beau jeu, il n'a pas un jeu classique. C'est quelqu'un il est intéressant quand même, mais il dit des choses intéressantes, il se bat, il niaise avec la foule. Toutes sortes de choses sont arrivées. C'est comme le bad guy est arrivé, là, le Darth Vader du tennis un petit peu. Puis là, à la fin, finalement, il était pas trop pire comme gars. Puis c'est intéressant parce que tous les jeunes qui sont montés récemment, là, Tsitsipas et Dominic Thiem et Alexander Zverev, écoute, ça a l'air d'être des bons gars, puis ils ont des très beaux jeux, mais il n'y a pas grand-chose qui pique là-dedans. Hein? Puis avec lui, c'est vraiment différent.
Et puis Andrei Rublev, un autre Russe qui a quand même fait un bon tournoi, qui avait mal au dos pendant longtemps. C'était une étoile montante avant qu'il se blesse. C'est des joueurs qui ont un petit quelque chose, un petit piquant. Je pense après une génération d'avoir Nadal et Federer qui sont les bons gars, là, les bons sportifs. Ils font tout parfaitement, tout est bien, les médias sont bien, c'est fantastique, ils sont tellement polis envers l'autre. Là. C'est peut-être pas au niveau de Nick Kyrgios, mais quand même, c'est intéressant parce que la prochaine génération va devoir avoir quelque chose. Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas trois comme Djokovic, Nadal, Federer en même temps. Là. Ça va être long, ça va prendre du temps avant que ça se reproduise, si jamais. Donc, il va falloir trouver quelque chose pour intéresser le public pendant que ces joueurs-là s'établissent et deviennent des champions. Puis je trouve que Medvedev, là, il ajoute un bel ingrédient à tout ça. Tout à fait. Tu fais bien peut-être même de nous décrire un peu cette relation qu'il avait avec la foule. On va dire haine-amour dans ce sens, parce qu'on se rappellera de son match 3e tour contre Feliciano Lopez. Se débarrasse complètement de la serviette que le préposé lui remet. Par la suite, ça commence à s'emporter un peu avec la foule. Et lorsqu'il parle, tu l'as mentionné, son discours d'après-match sur un ton parfaitement ironique, dit à quel point que la foule l'a aidé dans tout ça, mais on sent l'ironie dans sa voix. Mais si on ne fait que lire la fameuse transcription qu'il nous est fournie aux médias après-match, on croirait qu'il a simplement tenu un discours normal, mais c'est en le regardant qu'on voyait véritablement que c'était juste de l'ironie qu'il faisait le Russe. Il l'a poursuivi ainsi jusqu'en finale, où finalement, il a pris soin de remercier la foule. Et cette fois, il l'a dit pour de vrai, je vous remercie, il n'y a aucune ironie. Comment tu as vécu un peu cette relation? Parce que finalement, la foule a adopté Medvedev. Tu l'as mentionné pendant le match, c'était certainement pour pousser le match le plus loin possible, pour compenser en quelque sorte le prix des billets et voir du tennis le plus longtemps possible. Mais la foule s'est véritablement rangée derrière Medvedev au lieu de le huer, ce qu'on voyait lors des tours précédents. Mais ça dit quelque chose, ça dit qu'il doit avoir un genre de charisme. Ça m'échappe un petit peu, là, mais il doit avoir vraiment quelque chose qui va aller chercher le public, puis le public à New York surtout, là, parce que quand quelqu'un engage le public et l'amène avec lui comme ça, là, le public de New York, surtout le soir, après qu'ils ont pris quelques bières et quelques honeydews à 18 piastres chacun, là, sont prêts à embarquer, pas de problème. Et puis, en tout cas, il a vraiment fait un circuit durant ce tournoi-là. Il a commencé exactement comme d'aspect rué. Puis là, vers la fin, déjà, je pense qu'il a tourné la foule et il faut le faire, hein? Ça va être intéressant. Il y a eu un été spectaculaire. Samedi qu'il va y avoir un automne où rien va se passer, là, parce la minute qu'il arrête puis qu'il pense deux fois, là, il va être complètement épuisé, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave, là, ça promet pour l'an dernier. Puis écoute, il est rendu 4 au monde. Et puis les autres jeunes étoiles montantes qui ont eu toute la publicité, là, qui ont tout le flash, ces gars-là, là, ils vont avoir du travail à faire. Il va falloir qu'ils se déniaisent un petit peu. Tout à fait. Ouais. Il y a plusieurs sujets qu'on pourrait aborder de cette finale-là, mais moi, je voulais qu'on te parle un peu de ces fameuses pénalités qui ont été imposées à Nadal par rapport à la limite des 25 secondes accordées pour faire son premier service. Ça a été un peu difficile du côté de ceux qui regardaient à la télé de comprendre comment ça se passait, mais je pense que Medvedev a reproché quelquefois à l'arbitre que non seulement Nadal n'était pas prêt, mais c'était sur le service à Medvedev. Lui était prêt à envoyer la balle, je pense, puis Rafa ne l'était pas. Puis je pense qu'il y a eu peut-être quelques huées par rapport à ça. Toi, comment est-ce que tu as vécu ça, cette situation-là? C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, ça, parce que c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui jouent quand même assez vite, puis comme Kyrgios en est un, Medvedev en est un. Et puis, Nadal, le problème avec sa lenteur, là, c'est que c'est pas tout le temps. Il commence bien les parties. Là, tout à coup, il arrive à 30 A. Ça n'a même pas rapport avec un long échange où il veut récupérer. C'est même pas ça. C'est les points importants, les points de bris, et puis les points en fin de set. Et puis, c'est là qu'il prend vraiment son temps. Donc là, l'arbitre est vraiment mis dans une situation, surtout maintenant avec l'horloge, que tout le monde est au courant. C'est pas qu'il veut appeler les infractions au point important, c'est que Nadal exagère au point important. C'est ça le problème. Et puis, de l'autre côté, il faut être prêt à jouer au pace du serveur. Oui. Donc, en principe, Nadal doit être prêt, à moins que le gars serre en 3 secondes. Nadal se doit d'être prêt lorsque son adversaire veut servir. Mais la pénalité n'est pas pareille. Si, pour le serveur, à chaque fois que tu t'es appelé pour avoir pris trop de temps, la première fois, c'est un avertissement, puis après ça, tu perds ton premier service. Mais les pénalités, comme receveur, c'est pire. Là, tu es rendu à perdre des points. Là.
c'est pas, tu sais, comme serveur, tu perds ton premier service, tu peux faire 50 fois, tu vas perdre ton premier service. Mais comme receveur, c'est plus sévère. Donc, les arbitres qui veulent jamais être les bad guys, sont moins portés à vouloir l'appeler, surtout si c'est Nadal. Parce que là, on saute toujours sur Nadal, son service, son retour. Mais faut se dire que Medvedev, c'est exactement ce qu'il fait, là. Hein? Oui. Puis c'est correct parce que c'est parmi les règles. Et puis quand quelqu'un te fait attendre là, tout le temps pour recevoir son service, c'est pas évident. Je ne sais pas si vous avez joué au tennis du côté compétitif. Quand tu attends un service, il faut vraiment que tu sois à la fine pointe de ton focus pour réagir, surtout un service comme celui de Nadal. Quand tu es là pendant 20 secondes, là, puis t'attends, c'est normal que la fine pointe du focus soit disparue quand finalement il va pour lancer la balle. Puis tu fais ça 50, 60 fois par match, là, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment quelque chose. Même si Nadal ne fait pas exprès pour faire baver l'autre, il y a quand même une conséquence. Et puis c'est pour ça la règle. C'est pas pour baver Nadal ou Djokovic. C'est pour être juste envers les adversaires. Et puis comme je dis, écoute, il y a beaucoup de moments, même les commentateurs à la télévision disent « Ah, c'est pas le moment. Ah, c'est pas le moment. » C'est comme les arbitres qui mettent le sifflet dans leur poche en troisième période d'une partie de hockey. Là. Mais moi, je dis, écoute, c'est un règlement. Puis je garantis que si les 15 premières fois que Nadal le faisait dans les 5 premières parties du premier set qu'il faisait appeler, s'il faisait ça à chaque match, il trouverait une façon de jouer en dedans de 25 secondes, garanti. Garanti, oui. Tout à fait. Puis en plus, on l'avait vu dès le début de match, l'officiel il avait mentionné à Nadal, d'ailleurs, dès le premier point, que d'accélérer justement pour son service. C'est simplement que par la suite, ça s'est arrêté là. Puis les adversaires ont également le beau jeu aussi de tenter de jouer un peu dans la tête de Nadal, d'essayer de casser son rythme éventuellement, puis de faire savoir que justement, non, je ne vais pas simplement jouer à ton rythme à toi, tu vas jouer également au mien aussi. Donc, c'était dans le jeu de Medvedev d'y aller de ce point. Puis à ce niveau, n'importe quel avantage qu'un joueur peut aller chercher, il va tenter d'aller chercher. Puis dans le cas présent, on a vu en finale, c'est Nadal qui aura eu le dernier mot. Puis lorsqu'on regarde, Stéphanie, la réaction de Nadal lorsqu'il a gagné ce dernier point, évidemment, Medvedev était en train de remonter dans le 5e set. Il était temps pour lui d'arrêter le tout, un peu comme Andreescu avait fait. Puis lui, c'était minuit moins une, il fallait qu'il arrête maintenant parce qu'on sentait que le Russe gagnait en tempo. On a senti un Nadal émotif véritablement se coucher sur le terrain. C'est pas la première fois qu'il le fait lorsqu'il gagne un grand chelem, mais là, il est demeuré de longs moments couché à faire l'étoile, justement, puis à savourer ce 19e titre grand chelem du côté de l'Espagnol. Du moins, c'est ce qu'on sentait. Oui, puis il était peut-être pas loin des larmes, sinon un petit peu aux larmes. Mais premièrement, il était épuisé. Là. C'est comme son entraîneur, Carlos Moya, avait dit à un moment donné, quand il vous a interviewé durant un des matchs, c'était en demi-finale, il dit, il y a plus 20 ans. c'est vrai. Alors, c'est un 5 heures de tennis à ce niveau-là, c'est difficile en partant, mais je pense que le mental était complètement usé aussi parce que Medvedev a vraiment joué avec sa tête. Puis, c'est excellent. Et puis, écoute, lui, il arrive un grand chelem, et puis il n'y en aura pas 20 encore dans sa carrière. Djokovic est parti, Federer est parti. Si Nadal ne gagne pas, là, les chances comme ça, c'est quand même une chance en or. S'il ne gagne pas, là, il s'en aurait vraiment, vraiment, vraiment voulu. Alors, je pense que c'était plus un soulagement. Et plein d'autres choses. Je ne peux pas imaginer les émotions qui passaient par sa tête parce que tout le monde disait que c'était un joueur de terre battue puis qu'il ne peut pas jouer sur le dur puis c'est sûr que c'est difficile sur son corps. Là. Mais là, écoute, il y en a 4 US Open. C'est quand même pas pire. Hein? Ben oui, c'est un plus que Djokovic même. C'est surprenant d'apprendre ça, mais c'est ça. Il y en a un de plus que Djokovic. C'est vraiment pas mal du tout. Puis, on a vu à quel point c'est venu le chercher. Il y a eu une projection d'un montage vidéo qui montrait ses 19 titres. Puis, c'était les larmes. Il a gagné 12 Roland-Garros. Est-ce qu'on l'a déjà vu vraiment en larmes? Il est toujours tout souriant, puis saluer la foule chaudement et tout, mais d'en venir aux larmes, c'est quand même quelque chose qu'on n'avait pas vu souvent. Oui, puis écoute, tous les grands joueurs, Djokovic et Federer, s'ils en gagnent un autre, et Serena, ils arrivent tous à un âge où ils commencent à voir le temps passer, nécessairement. Et puis, je pense qu'il y avait un petit peu plus de sentiment, un petit peu sentimental avec ça. Mais j'ai trouvé bon ce que Medvedev avait dit. Il dit, ouais, j'ai vu une vidéo avec les 19 grands chelems. Il dit, que si vous auriez montré, ça aurait été moi qui avais gagné. J'ai trouvé ça excellent. Oui, tout à fait. Non, honnêtement, ça va être du bonbon, je pense, qu'il va nous offrir dans les prochaines années, justement, Medvedev. On va espérer que d'autres jeunes se greffent un peu avec ce comportement-là, parce que tu as fait très bien fait de le mentionner, Stéphanie, puis c'était super intéressant comme point. C'est vrai qu'ils vont devoir se démarquer à leur façon, cette nouvelle génération, parce qu'on n'en reverra
plus des Federer, des Djokovic puis des Nadal à coup de 16, 19 et 20 titres Grand Chelem, hein, du moins pas la prochaine. Donc, il va falloir qu'ils se trouvent un peu leur couleur pour la prochaine génération. J'ai trouvé ça très intéressant comme point, ce que tu as amené pour la suite des choses. Oui, parce que le tennis masculin, pour le moment, ça se vend tout seul quasiment, là, mais ça ne sera pas le cas dans 5 ans. On verra bien. Je trouve que ça va être vraiment une période très, très, très intéressante de voir c'est qui vient, comme Andreescu a fait sur le côté féminin, c'est qui va aller chercher le numéro 1 et être le grand champion, le leader du sport sur le côté masculin. Tout à fait. Stéphanie Maz, toujours passionnant de jaser tennis avec toi. On te laisse retourner dans tes affaires pour une des rares fois à Montréal. Oui, merci, ça fait plaisir. Au moins, il neige pas, là, c'est correct. C'est bon. Pas encore. Pas tout de suite, merci. OK, bye. Salut. Bye. Et Max, j'ai eu le temps de faire un petit calcul rapide. Tu parlais des 20 titres de Federer, 19 Nadal, 16 de Djokovic. Ça fait 55 au total, ça, pour les trois. Quand on dit que ça fait longtemps que ces trois-là dominent, là, on en a une autre preuve ici. Je pense que le dernier à avoir gagné au US Open pour la première fois, c'était Cilic en 2014. Ça aurait pu être Medvedev, c'est passé près, mais Nadal a refermé la porte juste au bon moment. Tout à fait, puis de brillante façon, là, juste pour enchaîner encore. Là, tu as bien fait de le mentionner aussi pour l'approcher à Stéphanie. Le match était véritablement entre les mains de Nadal. C'était pas une volée comme il avait fait à Coupe Rogers. Puis de ce côté, les deux joueurs en avaient parlé. Ça allait être un match complètement différent parce que le vent n'était pas de la partie comme c'était le cas à Montréal. Et là, ça venait vraiment favoriser le jeu de Nadal et non pas celui du Russe. Mais là, Nadal semble en parfait contrôle de sa rencontre. Medvedev tentait d'aller pousser certains points. C'était du très bon tennis, on ne se le cachera pas. C'était une belle finale, de beaux échanges, mais il ne semblait pas être capable d'aller chercher cet avantage sur Rafael Nadal jusqu'à temps qu'il brise en fin de troisième manche et que là se faufile grâce à des coups tout simplement spectaculaires qu'on n'est pas habitué de le voir faire, tu l'as mentionné, parce que d'habitude c'est simplement un retourneur de base, c'est un mur, il va travailler toutes les balles, mais là il prenait ses chances et il sentait qu'il avait un coup à jouer. Il a fait la même chose au 4e set. Il s'en est d'ailleurs fallu très peu au 5e set pour qu'il prenne l'avantage sur Nadal avec un bris en partant. Et là, je me demande si le scénario n'est pas complètement inversé et qu'un Nadal à la traîne aurait encore plus senti la fatigue de son côté. Ça serait devenu compliqué pour lui. Medvedev aurait peut-être filé, mais là, on est dans les si. Et on ne saura jamais. Mais tout de même, on a eu droit à l'une des très belles finales, alors que c'était pas parti pour ça. C'était parti pour être une finale comme on a souvent vu. Mais là, ça a été vraiment l'une des belles finales qu'on a eues au cours des dernières années en tournoi de Grand Chelem. C'est digne d'un joueur qui ne se laisse pas déconcentrer par des moments qui sont, disons, des enjeux qui sont immenses, parce que un joueur qui décide, bon, ben, sais-tu quoi, après 2 manches et demie, ma formule n'a pas fonctionné du tout, ben, je vais changer ça complètement, puis au advienne que pourra, ben, advienne que pourra, ça l'a rapproché énormément de son premier titre du Grand Chelem, puis ça, il faut saluer ça de sa part, le Russe. Tout à fait. Moi, ce que je trouvais un peu drôle et humoristique de ce côté, c'est que si on reprenait le balado qu'on avait fait début mois de mai et qu'on parlait de la saison de Rafael Nadal jusqu'à ce moment, on ne se doutait pas qu'il allait participer non seulement à 2 autres finales de Grand Chelem, qu'il allait gagner 2 autres Grand Chelem. Là, ça y fait 3 finales cette année pour Nadal. On se rappellera la finale en Australie qu'il a perdu devant Djokovic, mais ensuite, finale à Roland Garros qu'il a remporté, et là, la finale au US Open. Et il a tout de même fait demi-finale à Wimbledon devant Roger Federer. Un excellent match également. Donc, c'est une saison tout simplement qui appartient à l'Espagnol, alors que c'était pas parti pour ça du tout après le premier Grand Chelem de la saison. Donc, il a été en mesure de hausser son jeu. Et si j'ose dire que c'est la saison en ce moment de Rafael Nadal en raison de ce qu'il fait en Grand Chelem, c'est tout simplement, ça a été l'été de Daniil Medvedev aussi. Là, on parle maintenant du joueur qui a le plus de victoires sur le circuit cette année, c'est Medvedev avec 50. Il vient de faire 4 finales consécutives. Stéphanie, lorsqu'elle se demandait comment son corps faisait pour tenir, s'est présenté au US Open et il disait qu'il était déjà sur les antidouleurs lors de ses premiers matchs et il n'avait pas le choix parce qu'il avait de la misère à sentir son corps. Donc, je le crois lorsqu'il disait après les rencontres, un peu en narguant la foule, qu'il avait besoin de sentir cette énergie parce que ça ne pouvait pas être simplement un match comme les autres. Il avait besoin d'être impliqué émotivement pour passer au travers et d'aller chercher justement puiser encore plus dans son réservoir d'énergie. C'est ce qu'il a fait et c'est tout simplement impressionnant qu'il est en mesure, encore une fois, de se rendre à une autre finale. Après, on parle de Washington, Montréal, Cincinnati qui l'a remporté, premier titre Masters 1000, et maintenant une finale en Grand Chelem au meilleur des 5 manches. C'est hallucinant du côté du Russe et qu'il grimpe maintenant au 4e rang mondial. Après sa demi-finale gagnée contre Grigor Dimitrov, qui était d'ailleurs une des belles surprises du tournoi, ben ça fiche sur phase dure durant l'été, Medvedev, c'était 22-2. Ça te montre à quel point il a été dominant complètement durant cette période-là. Puis, tu l'as dit, là, il a joué plusieurs de ces matchs-là. On avait l'impression qu'il tenait avec du ruban adhésif carrément. Là. J'avoue que personnellement, après avoir vu à quel point Stan Wawrinka avait servi, c'était pas un Djoko à 100%. Là, c'est ce qu'on en devine avec son abandon. Oui, tout à Mais fait. de la manière que le Suisse avait joué Wawrinka contre Djokovic, moi, j'avais certains doutes, même que je voyais possiblement Wawrinka remporter ce match-là contre Medvedev, sachant qu'il était peut-être
il donnait l'impression d'être à 50% de ses capacités. Ben, qu'est-ce qui nous a servi? Un match dominant contre Wawrinka pour passer à l'étape suivante. Puis t'enchaînes, ça permet, je trouve, de parler un peu de ce qui est arrivé avec Novak Djokovic. Je dois t'avouer que de mon côté, Max, pour avoir regardé justement ce match au travail et l'analyser, c'était dommage un peu la réaction qu'on a eue à la fin, comment que ça s'est terminé un peu pour le Serbe, numéro 1 mondial, cet dernier Grand Chelem de la saison. Je comprends la réaction de la foule. Tu veux voir un match complet. T'espères que les joueurs n'abandonneront pas. La foule new-yorkaise, il faut préciser. D'être rué. Puis là, on s'en parlait également. C'était dans la vague, la retraite d'Andrew Luck. Je disais, il se fait servir le même traitement que le carrière des Colts alors qu'il quitte sous les huées, mais il ne méritait véritablement pas ça. Novak, on l'a vu se battre et ce n'était pas une surprise, en fait. Depuis son premier match et même deuxième, il disait qu'il avait des douleurs à l'épaule, qu'il avait des difficultés. Je pense qu'il y a un match où il a dit qu'il n'a rien ressenti, que tout allait bien. Mais on sentait que c'était qu'une question de temps avant justement qu'il tombe sur un joueur qui allait le pousser dans ses dernières tranchées, à la limite même de ce qu'il pouvait supporter et jouer contre Stan Wawrinka. C'est sans doute l'un des joueurs qui frappe le plus à plat et le plus dur sur le circuit, renvoyer ses balles. Et de la manière qu'il servait également le Suisse, c'était certain qu'il allait le ressentir. Là. Certain qu'il a de perdre 2 manches à 0 avec le bris à la troisième manche. Un Novak peut-être plus jeune aurait tenté de poursuivre le tout, mais un Novak aujourd'hui plus sage sait que la saison est longue et que son corps, s'il veut qu'il tienne pour les années qui vont suivre, parce que maintenant, lui, voit le tout non plus comme des sprints, d'aller absolument chercher chacun des tournois, mais il doit se préserver s'il veut continuer à avoir une longue carrière. Je pense que l'épisode qu'il y a eu avec son coude, il l'a très bien appris, justement. Tu fais bien le dire, ouais. Il ne peut pas se relancer dans cette idée de tenter de survivre jusqu'au bout. On ne sait pas. Stan, de toute façon, jouait un match presque parfait. Donc, sans doute qu'il l'aurait remporté, même si Novak avait poussé jusqu'au bout. Mais là, au moins, le Serbe s'est retiré et on va espérer pour lui qu'il puisse s'économiser. Mais tout ça pour dire que j'ai trouvé un peu dommage la réaction que la foule a eu envers lui. On comprend parfaitement, encore une fois, que sur le coup de l'émotion, tu veux que le match se termine. Tu es en soirée à New York. Tu espères justement que tu voyais que 2 matchs sur le Arthur Ashe. Tu t'attends à mieux comme spectacle. Je suis tout à fait d'accord. Mais là, lorsque tu regardes ce que le joueur a donné, je crois qu'il faut quand même saluer ce que Novak a fait et d'avoir tenté de tout donner sur le terrain. En fait, il a tout donné ce qu'il pouvait. Il s'est simplement retiré, je pense, au bon moment. Puis là, on va voir ce que ça va donner pour la suite de sa saison. Oui, je pense que le fait de tomber un bris derrière a peut-être conforté sa décision qui était probablement pas facile à prendre. Là, non, quand même, là, c'est le champion défendant au classement. Je ne sais pas à quel point il tient à son titre de numéro 1 mondial, mais ça lui a fait perdre énormément de points, étant donné que tu fais 2000 points en gagnant un Grand Chelem. Il avait gagné 4 des 5 derniers Grands Chelems, donc c'est sûr qu'il voulait ajouter à ça. Aussi, on ajoute cette fameuse course au nombre de majeurs. Ça fait une grande différence quand même. Là. Il reste à 16, tandis que Nadal passe à 19. Le fossé devient de 3 au lieu de potentiellement 1 si les rôles avaient été inversés. Donc, je suis sûr que c'est pas une décision que le Serbe a pris à la légère quand il est venu le temps d'abandonner. Puis c'est dommage, effectivement, que les gens aient vu ça comme un geste lâche de sa part, alors que c'était vraiment une question de préserver sa santé pour une question de moyen à long terme. Le côté qui est heureux, si on veut, là-dedans, c'est que c'est pas le bras avec l'épaule avec laquelle il serre, là, c'est l'épaule gauche. Donc, on ne peut que lui souhaiter que ça va être quelque chose qui ne l'empêchera pas de jouer la tournée asiatique. Non, puis tu l'as mentionné, on n'est pas dans sa tête à quel point que le numéro 1 mondial, le rang 1, il y tient. Ouais. Mais là, Nadal est très prêt. Oui, il a 600 points. 640 points exactement de Djokovic. Et avec tous les points que Novak a à défendre cet automne, c'est pas impossible que Nadal le rattrape parce qu'on se rappellera que l'an dernier, Nadal, après le US Open, n'a pas joué du reste de la saison en raison de son genou. Donc lui se présente en Asie. On parle évidemment de Shanghai, Tokyo, mais le Masters de Paris également et le Masters de Londres fin de saison. Nadal n'a aucun point à défendre alors que Djokovic parle ici d'une finale, justement au final de l'ATP. Il y a le titre, je me souviens bien, à Paris où il y a une finale et sinon c'est le titre à Shanghai. Donc, véritablement, Novak a des points à défendre pour ce qui s'en vient. Donc, ça va être là de voir justement comment le corps va lui permettre de, tenter de garder ce premier rang mondial et à quel point il va vouloir y tenir. Mais Nadal, maintenant, une avance qu'on croyait insurmontable de Djokovic en début de saison et même à moitié de la saison. D'un coup, Nadal pourrait y faire le coup et terminer l'année au premier rang. Oui. Stéphanie a mentionné tantôt qu'il faut éviter de trop s'emporter des fois avec des situations. Ben c'est la preuve. Hein? On a commencé à douter de Nadal quand ça allait mal sur sa surface avant d'arriver à Roland-Garros. Il enchaînait des performances qui étaient, selon ses standards, pas très bonnes. Et puis finalement, on regarde ça avec du recul. Puis c'est vraiment une saison exceptionnelle pour Rafael Nadal. Ça, c'est certain. Tout simplement un tournoi aussi à l'image justement à quel point il a été solide depuis qu'il est revenu de Wimbledon. Là, on en parle de la Coupe Rogers. Si on dit que Medvedev a été bon, mais Nadal est parfait sur dur depuis qu'il est revenu de Wimbledon de son côté. Puis il l'a montré encore une fois dans ce tournoi. Il y a eu un parcours qui s'est quand même
ouvert devant lui, mais là, ça, c'est pas de sa faute à lui, mais il a très bien fait les choses. Puis je dis qu'il s'est ouvert parce qu'on parle, le dernier enregistrement du balado, c'était encore les matchs de premier tour. Puis la même journée, on a eu le droit aux défaites dans le top 10 de Dominic Thiem, d'Alexander Zverev et de Karen Khachanov, qui étaient tous du côté Je pense de que tu parles de Tsitsipas et non Ah oui, Zverev, Tsitsipas, qui s'est exactement. rendu jusqu'en oui, c'est vrai. Zverev, c'est contre Schwartzman qui a perdu ça. En 8e. Exactement. Ouais. Donc, tu sais, on voit là 3 joueurs qui potentiellement auraient pu causer problème à Nadal, mais qui n'étaient plus tout d'un coup dans sa portion de tableau. Le tableau s'est un peu ouvert. Certains, il y a des joueurs qui ont été une véritable surprise. Je pense à l'Italien Matteo Berrettini, que tu voulais parler un peu. Son côté a véritablement surpris, a fait du bon tennis de ce côté. Oui, moi, il m'a vraiment épaté. On l'avait vu être très bon sur gazon durant la courte période là, au mois de juillet. On se souvient qu'il y avait eu une finale contre Félix Auger-Aliassime qui avait fini par remporter. Oui. Moi, dans le cas de Berrettini, c'est que c'est fascinant un peu son style de jeu. Autant il est capable de gros coups droits là, avec de l'effet du top spin. Je trouve pas l'expression française, mais beaucoup de top spin sur certains de ses coups droits. Il y a aussi des slices. Quand il doit jouer du jeu défensif, il est excellent pour se replacer dans le point avec des slices. C'est le même qui a réussi à battre Andrei Rublev, qui avait pas sorti n'importe qui là, du tournoi. Rublev, il avait sorti Tsitsipas au premier tour, puis je pense que c'est au troisième, c'était Kyrgios qui l'avait sorti en 3 manches. Berrettini s'en est bien chargé lui-même en l'éliminant en 3-7. Puis il y a eu un des beaux matchs du tournoi par la suite, ce quart de finale Berrettini-Monfils qui nous en a donné pour notre argent en 5-7. Ça, c'était épatant. Dans le cas de Monfils, c'est pas compliqué. C'est un showman, ce gars-là. Puis probablement qu'il y a 2 des 5 plus beaux matchs du tournoi qui lui appartiennent. Ben, si on ajoute la finale, peut-être que ça... C'est dur à dire classé. Avant la finale, c'était certainement lui dans ma tête qui avait les 2 plus beaux matchs du tournoi. Là, mais là, avec la finale, c'est difficile à classer. D'un coup, on dirait que c'est trop nouveau encore. Là. J'ai encore simplement la finale en tête. Mais oui, mon fils Berrettini, quoi demander de plus qu'un bris d'égalité à la manche ultime. Les 2 joueurs s'étaient donnés en spectacle. Mon fils, on se disait, il se pliait en deux après chacun des points, mais il n'arrêtait jamais. Il était digne de mon fils. Puis tu l'as mentionné, showman à New York, puis il a livré la marchandise cette fois-ci. Oui, ben ça peut-être nous amener un peu à parler des Canadiens, puisqu'un de ces 2 matchs-là spectaculaires qu'a livré mon fils durant le tournoi, c'était contre notre Canadien Denis Shapovalov, pour qui, tu sais, des fois on dit que tous les 3e tours ne se ressemblent pas nécessairement. Ben, l'an passé, Denis avait fait un 3e tour. Ça s'était terminé contre Kevin Anderson. Ça avait été un beau match. Mais on dirait que celui-là, il est plus significatif pour lui, ce 3e tour-là de Denis. Puis ça nous a donné l'impression que c'était un plus beau résultat que ce que ça donne en termes de points au classement. Surtout que le reste de sa saison sur dur avait été... pour la première fois depuis longtemps, encourageante. Il y avait eu cette demi-finale juste avant d'arriver au US Open. Winston-Salem, ça s'était terminé en demi-finale contre Hurkacz. Il y a du très bon pour Denis Shapovalov. Là. Écoute, 75 coups gagnants contre Gaël Monfils, qui est un des gars qui ramène le plus de balles en jeu sur le circuit. Puis là-dessus, il y avait seulement 7 as. Donc, c'est des coups gagnants en échange à la tonne pour Shapovalov. Effectivement, il y avait sa large part de faute directe, parce que sinon, il n'aurait probablement pas échappé ce match-là au 5e. Je pense que tout ce qui manquait à Shapovalov dans ce match, c'était le dernier point pour la victoire, parce qu'honnêtement, le dernier jeu. Exactement, il n'y a rien à se reprocher. Tout simplement qu'il a été en mesure de provoquer cette 5e manche également, alors qu'il tirait par 2 bris, je me souviens bien, au 4e set. On le croyait cuit à ce moment. Tout d'un coup, il est en mesure de revenir. Et c'est là que mon fils, d'un coup, lui commence à se retirer devant toutes les frappes de Shapovalov qui semblent être coup gagnant par-dessus coup gagnant et par-dessus coup gagnant. Ce qu'on n'avait pas vu de lui au courant de l'été, même jusqu'à Winston-Salem. Puis là, c'est là que tu fais bien de le mentionner également, que ce parcours au 3e tour est le même que celui l'an dernier, mais il semble avoir une petite saveur particulière, justement en raison, je crois, de la difficulté qu'il avait eue toute la saison. Et là, tout d'un coup, il se présente et connaissant un excellent tournoi, on mentionne son match de premier tour, c'était censé être ce fameux encore un clash avec son bon ami Félix Auger-Aliassime, quand le tirage au sort est un peu cruel, on se dirait, ou en même temps qu'il nous fournit un de ses beaux spectacles ou une histoire qu'on peut voir qu'à New York. Et Shapovalov qui se débarrasse de Félix, et je ne sais pas qui aurait pu prédire, pas simplement une victoire de Shapovalov, mais qu'il ait tout simplement de cette façon-là, exactement dans la manière dont il s'est débarrassé de Félix lors de ce match de premier tour. Félix était tout simplement sa réponse, et Shapovalov lui connaissait un excellent match. Puis on a vu son 2e match également contre Henri Laaksonen, même chose, il a poursuivi sur cette lancée.
Puis c'est là qu'il est arrivé devant mon fils, qui est un excellent joueur. Puis mon fils était dans de bonnes dispositions aussi, ce qui explique pourquoi nous avons eu droit à l'un de ces très bons matchs de la compétition. Ouais, comme toujours, les matchs de premier tour, ça nous paraît comme une éternité quand tu y penses avec du recul. Mais ça fait environ 12 ou 13 jours que ça s'est passé, ce match-là. Tout à fait. Félix contre Denis, évidemment, ça n'avait pas été le résultat en termes de match âprement disputé qu'on souhaitait. Mais quand même, ça nous amène sur le terrain, justement, de parler de Félix Auger-Aliassime. C'est certain qu'à 19 ans, il va y avoir des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres. C'est normal. Justement, il ne fallait pas trop partir en peur quand ça allait super bien pour lui. Ben, de la manière presque identique, il ne faut pas trop s'en faire s'il connaît des ratés depuis environ 3 ou 4 semaines. Là. Oui, je te dirais, ce qui m'a surpris avec ce match, c'est oui, le résultat, mais également de la manière dont Félix s'est comporté après la rencontre. On sentait que cette défaite lui avait fait vraiment mal. Je ne sais pas si c'est en raison de son classement d'un coup qui se présentait comme 19e raquette mondiale, qui semblait avoir cette pression supplémentaire qui s'est mise sur les épaules, mais il semblait véritablement déçu du résultat quand on se rappelle que c'était son premier match complet aux internationaux des États-Unis l'an dernier, qui avait été forcé d'abandonner justement contre Chapovalov. Donc je ne sais pas s'il s'était mis justement des attentes un peu plus élevées, très certainement qu'il le voyait plus loin qu'un match de premier tour. Mais encore là, c'était un très bon duel de premier tour pour commencer le tournoi. Donc, c'était difficile de dire quel bord ce match pouvait aller. Mais c'était de véritablement voir Félix après le match. Il semblait qu'il était un peu déconfit. Il semblait chercher véritablement être déçu de son résultat. Lui qui, visiblement, s'attendait à plus après l'été qu'il avait connu. Il espérait, on dirait que depuis le 3e tour, justement, à Montréal, c'était enchaîné une défaite au premier tour à Cincinnati. Puis on dirait qu'il souhaitait vraiment replacer la situation à New York, ce qu'il n'a pas été en mesure de faire, selon ses normes à lui. Des fois, on s'arrête au résultat. Bon, OK, c'est un premier tour US Open décevant, mais il faut aller plus loin que ça. Là. Il s'est retrouvé contre un des joueurs les plus hauts du circuit en son compatriote Denis. Et puis, qui sait quel genre de confiance il aurait pu se donner si le tableau était tombé différemment, puis s'il y avait eu un adversaire qui était plus prenable au premier tour. On ne sait jamais. Là. Souvent, les meilleurs au monde se lancent justement comme ça dans le tournoi en connaissant des bons débuts au premier, deuxième tour. C'est par la suite qu'ils finissent par prendre leur rythme. Malheureusement, Auger-Aliassime n'a pas pu avoir ce temps-là de trouver ses repères puis peut-être de se donner confiance plus tard dans le tournoi. Exactement. Je pense aussi que c'est le discours que lui a servi son clan, en fait, par la suite des choses. Et ce que tu fais bien aussi de mentionner et d'analyser, Max, c'est que faut pas s'arrêter à simplement un tournoi du côté de Félix. Il faut regarder l'année dans son ensemble. On parle quand même des demi-finales qu'il a fait à Miami, des percées également. C'était une première Coupe Rogers pour lui avec toute la pression qu'il avait à Montréal. Il s'en est très bien sorti avec le 3e tour. Son parcours sur gazon qui est tout simplement inespéré alors que c'était ses débuts sur cette surface. Malheureusement pour lui, il n'aura pas été en mesure de participer à Roland-Garros, mais quelques beaux tournois également sur terre battue. Donc dans l'ensemble, Félix connaît une très bonne saison. D'ailleurs, j'ai eu la chance de m'entretenir avec son entraîneur, Guillaume Marx, qui était de retour, lui, de New York, à Montréal. C'est exactement ce qui ressortait de cette entrevue qu'on va vous faire écouter dans quelques instants. C'est que oui, Félix a eu une déception avec ce match, ce dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Mais dans l'ensemble, il faut être plus que satisfait et regarder vers l'avant du côté de Félix et ne pas s'emporter un peu ce que Stéphanie disait. Donc, je crois qu'on peut vous faire écouter justement cette entrevue avec l'entraîneur de Félix. Guillaume, vous êtes de retour du US Open. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme prévu pour Félix Auger-Aliassime. Avec un peu de recul, comment est-ce que vous voyez ce match-là maintenant? Écoutez, je pense qu'il faut aller de l'avant. Je pense qu'il faut regarder l'ensemble de l'année d'ores et déjà, au mois de septembre, et qu'il ne faut pas trop s'arrêter là-dessus. Je pense qu'il faut donner crédit à Denis, là, qui a vraiment joué un match assez extraordinaire et puis qui est de retour au plus haut niveau, là, qui va remonter au classement de nouveau. Et puis Félix, il faut qu'il se concentre maintenant sur la dernière partie de saison là, qui arrive assez rapidement. Et puis travailler les choses qui ont été un peu moins bien durant l'été, mais bon, qui sont quand même restés à un bon niveau d'ensemble. Qu'est-ce qu'on dit à un jeune joueur après une défaite comme celle-là sur quand même un tournoi qui est très important? Qu'est-ce qu'on lui dit après le match? Mais justement, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut regarder, il faut prendre un peu de recul, un peu de hauteur. Là, sur le coup, c'est difficile. Hein. C'est sûr qu'il est très déçu. Et puis, c'est assez... Après le match, là, c'est sûr qu'on a l'impression qu'il touche un peu le fond, mais il faut vraiment remonter assez vite. Là. On n'est pas du tout dans une spirale négative, là, loin de là. Je pense que le circuit à ce niveau-là est vraiment très violent. Les enchaînements de matchs, de surface, enfin de plein de choses, les enchaînements et la fatigue qui s'en suivent évidemment font qu'il faut regarder l'ensemble de l'œuvre cette année et puis aller de l'avant.
Et donc, son état d'esprit est toujours bon là, pour la suite des choses. Ah ouais, absolument. Ouais, je pense qu'il a rebondi, il a pris un petit peu de repos, sorti un petit peu du monde du tennis quelques jours pour ensuite revenir à l'entraînement. Là, depuis mardi, il est de retour à l'entraînement. Et puis, il y a plein de bonnes choses là, sur la fin de l'année. Il y a quand même des gros tournois. Il vit une saison exceptionnelle. Là, il ne faut surtout pas se morfondre. Et puis, il n'y a pas de honte à avoir. Il faut juste aller recommencer et puis aller sur la prochaine tournée. Vous parlez de l'ensemble de sa saison, mais justement, comment vous voyez ça, cette progression aussi rapide? Est-ce que vous attendiez à ça? Pas forcément au niveau du classement. Là, il est monté quand même assez haut. Là, top 20, c'est quand même pas rien. Il est parti début de saison, il était 110e, il était pas dans le top 100, donc c'est quand même toute une saison. L'objectif était plus d'être dans les 50 au début de l'année. Donc ça fait un moment que l'objectif en fait il est atteint. Maintenant il faut juste essayer de continuer. Il faut encore se renforcer beaucoup parce que dans le top 20, là, les échelons sont plus durs à passer. Est-ce que vous sentez justement qu'il y a une différence maintenant que vous êtes dans le top 20, tant dans son approche que la vôtre pour l'entourer? Il n'y a pas vraiment une approche très différente justement, mais c'est juste les échelons. Il y avait beaucoup de points à prendre à chaque fois si vous voulez monter. Alors il ne faut pas trop justement regarder ça, mais par contre regarder ce qu'il faut faire de mieux. Non, il est plus attendu sur les tournois, ça c'est sûr. Il est tête de série souvent, il est devenu rapidement quand même un des joueurs à battre sur le circuit. Donc il a l'habitude, on va dire, mais enfin la lumière est sur lui plus que jamais, et ça c'est quand même jamais facile, quoi. On est à gérer. Justement, comment vous l'avez vécu à Montréal? C'était sa première Coupe Rogers à Montréal, justement toute la tension qu'il y avait avec les médias, les partisans, comment vous avez vécu ça? Je pense que ça a été un événement extraordinaire. Je pense qu'il en a bien profité parce que il a réussi quand même son tournoi, il a joué du bon tennis. Je pense qu'il a aimé ça. Par contre, ça lui a pris quand même pas mal d'énergie. Est-ce que ça a été peut-être justement un peu difficile d'enchaîner tout de suite après avec Cincinnati puis US Open, justement avec toute l'énergie qui avait été prise un peu à Montréal? Ouais, non, c'est très dur. C'est difficile d'enchaîner à ce niveau-là. Comme je disais tout à l'heure, c'est quand même assez violent les enchaînements à ce niveau-là d'un tournoi à l'autre, avec surtout si on a une défaite. Après une défaite, des fois tu rejoues 2-3 jours plus tard dans un autre environnement. L'enchaînement est difficile. Il faut s'améliorer là-dessus aussi, c'est l'expérience qui rentre. Pour ce qui est de l'amélioration, est-ce qu'il y a des points précis que vous voulez travailler avec Félix d'ici la fin de la saison? Je pense qu'il faut rester et renforcer ses points forts, repartir un petit peu plus sur ses points forts. Ça, c'est vraiment le message pour la fin de saison. C'est ce qui lui a permis de monter au classement cette année-là. Travailler les points faibles ou les points relativement plus faibles, les points moins forts, on va dire, dans la sérénité. Et vraiment, c'est avec ces points forts qu'on gagne les matchs. Alors, il faut se reconcentrer là-dessus. Comment va-t-il physiquement? Parce que c'est certain que c'était une longue saison, un calendrier quand même chargé pour Félix aussi sur le circuit. Ouais, mais je pense qu'il se sent bien. Je pense qu'on peut quand même être content de la façon dont il encaisse les choses. Il a raté qu'un seul tournoi finalement cette année. C'était malheureusement Roland Garros, mais il est quand même en santé. On n'a pas de gros problèmes physiques, il récupère bien. On arrive à trouver aussi, aménager quelques jours de repos à l'occasion qui font beaucoup de bien à son âge. Il récupère quand même assez vite et il est en pleine forme, quoi. Il faut juste récupérer un peu de la tournée américaine qui était difficile physiquement et mentalement, mais après ça, c'est bon. On a vraiment vu cette année que Félix est un joueur de toutes les surfaces. L'an dernier, vous aviez fait l'impasse sur la saison sur gazon. Est-ce que ça vous a surpris justement cette année, tant ses performances sur gazon et sur dur aussi, parce qu'on le connaissait pour terre battue? Oui, absolument. Je pense que sur gazon, on ne s'attendait pas à ce qu'il réussisse quelque part aussi bien. Franchement, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder déjà aussi maintenant. Je pense que si vous observez les saisons des joueurs professionnels, il n'y en a pas un, à part dans le top 5, qui réussit toutes les parties de saison. C'est quasiment devenu mission impossible, tellement le niveau est élevé. Donc le fait qu'il ait réussi sur le gazon, c'est très encourageant pour la suite. Vous disiez qu'il était un peu plus attendu. Est-ce qu'il y a une pression peut-être mentalement aussi de devoir maintenant gagner des matchs, maintenant qu'on est dans le top 20 mondial? Est-ce que ça change un peu l'approche ou le mental? Je pense qu'il est quand même assez habitué. C'est vraiment un des très rares joueurs
à l'échelon mondial là, qui était aussi exposé tôt du fait de ses résultats. Donc je pense qu'il y a une certaine accoutumance et qu'il est quand même assez bon là-dedans. Maintenant, c'est aussi le niveau qui monte et qui fait que vous avez juste un peu moins de droit à l'erreur au très haut niveau si vous avez un jour où ça va moins bien. Donc c'est ça qu'il faut qu'il apprenne à gérer. Est-ce qu'on a aussi l'impression peut-être que les adversaires le connaissent plus maintenant, qu'ils ont peut-être accès à plus de vidéos ou quoi que ce soit? Ça c'est pareil pour tout le monde, absolument. Je pense que, mais dans le même temps, là, depuis le début de l'année, je veux dire, tout le monde s'en méfie quand même. Il est arrivé quand même sur le circuit avec une certaine réputation de joueur quand même assez solide pour son âge et qui, tous les joueurs du top 100, même quand il était encore au-delà, savaient qu'il fallait qu'il fasse un bon match quand même pour gagner. Donc non, je pense que c'est plutôt ça. Tu disais tout à l'heure que l'objectif pour la saison, c'est d'être dans le top 50. Évidemment, il l'a atteint. Maintenant, comment ça progresse, ces objectifs? Qu'est-ce qu'on veut atteindre d'ici la fin de la saison, par exemple? Oui, je pense que l'objectif top 50, comme je dis, c'est des objectifs qu'on se dit une seule fois et après on met ça de côté et on travaille sur d'autres choses qui permettent d'y arriver. Je pense que la même chose est à faire. Là. Je pense que les objectifs de classement, etc., on en parle une fois et après on se met sur d'autres choses. Là, il faut vraiment travailler le niveau de jeu, l'enchaînement et bien finir la saison. Le reste, ça va suivre. Excellent. Merci beaucoup. Merci. On le sent, je ne sais pas de ton côté, Max, mais au cours de cette entrevue, puis notre collègue Olivier Larue l'a mentionné lorsqu'il était question des objectifs auprès de Guillaume Marx en ce qui concernait Félix Auger-Aliassime. Je ne sais pas de ton côté, mais on sent véritablement qu'il est prudent du côté de Félix. On ne veut pas y aller trop vite. Puis on sentait déjà que on dirait que c'était dans leur tête, justement, lorsqu'ils ont commencé l'année, en se disant que Félix pouvait connaître une percée incroyable au classement, mais qu'il fallait ralentir un peu, justement, les ardeurs, justement, des partisans et même de Félix en ce qui le concernait, parce que là, on le mentionne, maintenant, il est top 20. Il vient de reculer un peu au classement avec le nouveau qui est sorti. On sent que même Félix, il faut le calmer un peu et dire c'est incroyable ce que tu viens d'accomplir cette année. Maintenant, on va se concentrer sur ton jeu parce que maintenant, chaque étape, chaque marche que tu vas être capable de grimper va être indéfiniment plus difficile que la précédente parce que ça se resserre dans le top 20 du côté des hommes et ça devient de plus en plus compliqué de gagner des rangs. Là, on pense simplement, par exemple, à Dimitrov. Il partait 78e simplement parce qu'il vient de battre Roger Federer et qu'il a fait une demi-finale Grand Chelem. Il vient de grimper top 25 dans le classement de l'ATP. Les prochaines étapes pour Dimitrov, s'il veut poursuivre, ça va être véritablement compliqué, mais pour le Bulgare, ça sortait de nulle part un peu ce résultat cette année. Je pense qu'il n'avait pas fait plus loin, il n'avait pas fait les quarts de finale, en fait, mis à part du US Open avant son premier tournoi de la saison à Brisbane, en Australie. Donc, c'est la même chose un peu du côté de Félix. On réalise maintenant que là, tu es dans la cour des grands véritablement. C'est dur de percer le top 100, c'est quelque chose de percer le top 50. Le top 20, maintenant, c'est une autre paire de manches complètement. Mais je pense qu'il en est conscient qu'il faut relativiser, se rendre compte que c'était probablement au-delà de ses espérances d'être dans le top 20 à 18 ans. Bon, il y a eu 19 le mois passé. Là. Pendant une grande partie de 2019, il a eu 18 ans. D'être dans le top 20 à ce moment-là, c'est certain qu'il va y avoir des petits moments creux. Sa défaite contre Cilic, ça lui a fait mal. Je pense que ça a été un de ses mauvais matchs durant la saison. Ensuite, il avait enchaîné aussi avec un mauvais résultat contre, je pense, le jeune Kekmanovic, le Serbe. Ça aussi, ça avait été difficile. Mais je pense qu'il peut se consoler en se disant que peut-être la période qui est la plus scrutée, le plus près dans son année, évidemment, sa première apparition à Montréal, ça a été énormément médiatisé. Ensuite, l'US Open qui vient aussi avec les projecteurs sont braqués sur toi là aussi. Ben là, il va peut-être pouvoir jouer un peu plus librement avec le reste de la saison qui s'en vient. Tout à fait. Et également, pour finir son jeu un peu à l'entraînement également, alors que le calendrier est tout d'un coup moins condensé aussi que la période justement durant l'été où les tournois se succèdent après justement Montréal, Cincinnati et US Open. On a l'impression que tous jouent un court laps de temps. Donc, c'est difficile de faire les ajustements entre chacun des tournois. Et comme l'a mentionné son entraîneur, c'est difficile d'enchaîner également parce que tu es tout d'un coup tout le temps propulsé dans un nouvel environnement. Donc, c'était compliqué également. C'est un apprentissage du côté de Félix. On parle d'une première saison complète sur le circuit de l'ATP. Donc, déjà, ce qui est encourageant de son côté, c'est que le corps tient cette année. On parle simplement du s'absenter, malheureusement, de Roland Garros, mais sinon, on n'a rien à se reprocher du côté physique. Donc, ça va être de poursuivre la saison de son côté. Oui. J'enchaîne, si tu le veux bien, avec une surprise du tournoi, si on reste du côté canadien. Je le veux bien. Vasek Pospisil. Ça a été, oui, le premier tour a été une vraie tempête d'élimination de joueurs bien classés, mais pour moi, la plus belle surprise des 2 premiers jours, là, du premier tour au US Open, ça a été la victoire en 5-7 de Pospisil contre Karen Khachanov, qui était 9e favori.
dans le cas de Pospisil. Comment ne pas souhaiter du positif à un gars aussi sympathique, aussi souriant, aussi franc dans sa manière d'agir. Ça faisait depuis octobre 2018 qu'il n'avait pas gagné un match. On sait il y avait eu une hernie discale, ça avait nécessité une opération. Donc, quoi de mieux que de se payer une tête de série en Grand Chelem pour obtenir sa première victoire en à peu près 9 ou 10 mois. Là. Ouais, exactement. Puis c'était sa première victoire en Grand Chelem justement depuis le dernier US Open justement l'an dernier. Donc du côté de Vacek, tu l'as mentionné, tellement sympathique comme jeune homme également. On pouvait que lui souhaiter que son retour se passe bien. Déjà à Cup Rogers, ça avait été tout un match qu'il nous avait livré à Félix. Et tu as mentionné contre Khachanov justement, c'était loin d'être le dernier venu dans ce qui était des têtes de série, alors que c'était parmi les joueurs qui connaissaient également un très bon été. On se souvient de son parcours justement à Montréal, aux Russes. C'est pas nécessairement comme d'affronter, je dirais, sans rien lui enlever, à l'Autrichien, un Dominic Thiem sur dur, où ce qui, lui, a connu sa part d'ennui dans la deuxième portion du calendrier. C'est tout le temps drôle de dire que c'est lui le champion Indian Wells cette année, mais il ne connaît pas de succès sur dur en général, ou du moins, lors de cette portion du calendrier, ça a été très difficile. Donc, c'est tout à l'honneur de Vacek d'avoir été en mesure non seulement de tenir le coup dans ce match, mais également d'imposer sa façon de jouer, son coup droit, qui était tout simplement fumant. On revoyait, si on veut, le Vacek sur dur à Montréal en 2013, alors qu'il est en mesure de frapper des coups gagnants avec son coup droit et son revers également qu'il tenait en échange. Ouais. Et que dire de Vacek au service. Et on connaît sa touche à la volée également pour son jeu en double. Donc, lors de ce match, c'était le Vacek des belles années. Et on peut dire qu'en ce moment, l'association avec Frank Dancevich porte bien du côté du Canadien parce qu'avec son retour également du côté de Montréal, même s'il n'avait pas gagné, c'était un très bon match qu'il nous avait offert. Puis là, également, tu l'as mentionné, c'est une première victoire sur le circuit, donc ça va lui faire le plus grand bien. C'était inespéré, oui, comme victoire. C'était malheureux qu'il perde ensuite au deuxième tour, qu'il ne sache pas enchaîner. Souvent, ce qu'on souhaiterait lorsqu'il fait tomber une tête de série, mais c'est souvent très difficile et c'est pas le premier à qui ça arrive. Mais il a baissé pavillon ensuite devant Tennis Sandgren en 4 manches. Ouais. Mais tout de même, je pense que pour lui, c'était véritablement inespéré, encore une fois, qu'il accède à ce deuxième tour. Oui, ouais. Puis pour conclure sur le côté canadien, du moins côté masculin, Milos Raonic n'a pas pu participer à la compétition. Ça a été un abandon qui a été annoncé, là, je crois, 2 ou 3 jours après le début de la compétition. Dans le cas de Raonic, on se demande à ce point-ci s'il va même pouvoir revenir en 2019. Ça a l'air assez délicat, cette blessure-là qu'il soigne en ce moment depuis son fameux match avec Félix à Montréal. C'est mot de dos qui semble être très compliqué. Puis on suit ce que Stéphanie Maz tweet exactement parce qu'elle a soulevé la question. Et elle est judicieuse également. Si du côté de Kevin Anderson, sa saison est à toute fin pratique terminée. Miloš, ça va être quoi de son côté également. Donc, ce serait malheureux qu'encore une fois, il doit se faire une croix sur cette fin de saison. Encore une fois, sur surface dure. Notre grand Canadien. Si c'est le cas, on va espérer que ce sera pour que son corps tienne pour la suite des choses. Puis si lui n'avait pas été en mesure de participer à ce dernier tournoi du Grand Chelem, le dernier Canadien en fait qui surveillait, c'était Braden Schnurr, qui lui en était également une première participation au tableau principal. Son aventure se sera arrêtée au premier tour. Canadien qui avait véritablement pas un tirage au sort facile. Schnurr qui s'est incliné devant Benoît Paire, donc rien de surprenant là encore une fois. Mais de son côté, je pense que ça peut, si on parlait de Félix, c'était une belle saison. Assez standard aussi pour Schnurr, c'était une belle saison également, alors qu'il a fait cette percée qu'on se rappelle à New York également en finale contre Riley Opelka. Exactement. Et il était en mesure de participer à Cup Rogers également au tableau principal cette année. Donc, de son côté, c'était une participation en Grand Chelem, pas un tableau facile. Il aurait su livrer un match correct, on va le dire, contre Benoît Paire. C'est là que son parcours devait et s'est arrêté, en fait. Mm-hmm. Mais on peut peut-être recéder le plancher à la grande vedette de ces 2 semaines-là pour terminer. On va conclure avec ça un peu. Là. Je sais qu'on en a parlé beaucoup, mais il faut quand même parler un petit peu de l'ensemble du parcours de Bianca Andreescu. On a parlé évidemment énormément de la finale. Moi, je te dirais, c'est facile à dire par la suite, mais quand j'ai vu qu'elle allait affronter Belinda Bencic en demi-finale, personnellement, j'ai vu ça comme peut-être un petit peu plus épeurant pour Andreescu que le défi potentiel de Serena Williams. Pourquoi je dis ça? Parce que, Bencic, c'est une de ces joueuses qui, quand elle est dans son élément, ses rivales n'ont qu'à bien se tenir. Et elle venait d'aller chercher une victoire absolument impressionnante contre Naomi Osaka pour se qualifier pour ce match-là contre Andreescu. Si on regarde seulement le tableau de pointage, Andreescu a gagné ça en 2 manches. Donc, on peut dire, OK, une belle victoire en 2 manches. Mais si vous l'avez vu comme nous, ce match-là, c'est quasiment pas croyable que Bianca ait réussi à gagner en 2 manches. Je pense que c'était 6 balles de bris pour la Suissesse au premier set, contre aucun pour Andreescu. Et elle a gagné au tie-break
en profitant du seul petit moment d'égarement, si on veut, de Bencic. Et puis au deuxième set, on était rendu à 12 balles de bris obtenues par Bencic. Elle a réussi ses 2 premières, tandis qu'Andreescu n'en avait pas encore eu une seule dans le match. La Suissesse servait de manière incroyable. Et puis, sorti de nulle part, cette incroyable remontée de 5-2, de 2-5 jusqu'à 7-5 pour Andreescu pour gagner cette demi-finale-là. Je pense qu'elle en a pris plusieurs par surprise en revenant dans ce match-là. On pensait qu'on avait un long match de 3-7 entre les mains à ce moment-là. On a revu les deux côtés de la médaille, si on veut, du côté d'Andreescu. Autant en finale, il a fallu qu'elle tienne le fort et finalement renverser la vapeur alors que c'est son adversaire qui remontait. Mais tu fais bien de le mentionner, cette demi-finale contre Bencic, c'est véritablement la définition de voler un set la première manche. Là, elle appartenait à la Suissesse, elle était intouchable au service, elle servait extrêmement bien. Andreescu était incapable, elle était à la traîne. J'ai mentionné tantôt en finale que c'était Serena qui était deuxième sur le terrain. Lors de la demi-finale, force est d'avouer que c'était Andreescu qui était deuxième sur le terrain, puis elle tentait simplement de pousser le premier set au bris d'égalité, puis d'arracher ses points à son service, alors que c'était systématiquement compliqué. Elle était incapable de gagner des points, de faire peur même à Bencic. Et tu fais bien de le mentionner, la Suissesse enchaîne ensuite en Lyon, et lorsqu'elle obtient finalement son bris de service, son premier à la deuxième manche, on sent que c'est une délivrance. Le contraire est tout simplement arrivé à son deuxième bris de service. On dirait que par la suite, Andreescu a tout simplement décidé de laisser aller ses coups pour la suite des choses. Et du côté de la Suissesse, ça a été un peu plus nerveuse, on dirait, pour conclure la manche. Et là, plus le match avançait, plus la foule, cette fois, s'est rangée derrière Andreescu. Parce qu'il faut le dire, il y avait quand même plusieurs Canadiens dans les gradins aussi pour crier « She the North », pour faire référence aux Raptors, « We the North », justement. Mais on les entendait, les Canadiens, puis pas, à part si elle jouait contre une Américaine, ce qui a été son cas lors du match en ronde des 16 contre Tyler Thompson. La foule se rangeait derrière Andreescu et on le sentait véritablement sur le terrain. Et la Canadienne est en mesure, tu l'avais dit, de belle façon de renverser la vapeur. 5-2 deuxième manche et de ne pas jouer un fameux 3-7 en demi-finale avant d'affronter Serena. C'était quelque chose. Elle a joué beaucoup de matchs pour commencer. Je pense que ses 2 ou 3 premiers matchs étaient joués sur des plus petits terrains. Peut-être ses 2 premiers qui étaient joués sur des petits terrains. Et puis, elle avait une foule vraiment, beaucoup de supporters pour elle, Andreescu, des courts remplis à capacité, même si c'était dans des endroits un peu plus sombres du complexe à Flushing Meadows. Mais on voit vraiment qu'elle a son petit following, Andreescu, puis que ce petit following-là va devenir pas mal plus grand étant donné qu'elle vient de mettre son nom sur la map. Là, on en a parlé tantôt à quel point l'an dernier, probablement que personne ne la connaissait quand elle était dans le tableau des qualifications US Open. Là, c'est totalement différent. Là. C'est le trophée. Exactement, tu le mentionnes. Je pense que c'est à partir de son match de 3e tour, véritablement, contre Caroline Wozniacki, qu'ils l'ont mis systématiquement sur le Arthur Ashe. Elle a dit, finalement, c'est cette joueuse qui va animer le spectacle. On parlait avec Stéphanie lors du dernier enregistrement du balado. Quelle joueuse va être en mesure de prendre cette place que Serena a occupée pendant longtemps? Maria Sharapova également. On parle les matchs de fin de soirée Arthur Ashe. Ça va être une prestance pour certaines joueuses qui doivent animer le spectacle et à qui ça répond justement à ce critère de spectacle, showtime. On est le soir à New York sous les projecteurs. Andreescu semble être ce genre de joueuse et les Américains l'ont adopté. On va la garder, c'est notre Canadienne par contre. Mais inévitablement, on voyait qu'elle était à l'aise dans ces conditions et c'était surprenant pour un premier US Open qu'elle ne soit pas impressionnée par tout ce qui se passait autour d'elle, qu'elle demeurait concentrée dans ses matchs. On est exactement sur la même longueur d'onde là-dessus parce que j'avais écrit dans mes notes une prestance semblable au Serena et Maria Sharapova de ce monde. Il y a des joueuses que tu ne sais pas pourquoi, ça ne se voit pas sur la feuille de pointage, mais il y a un élément qui peut être intimidant pour leurs adversaires et puis que c'est certain qu'éventuellement ça se transforme en points, en jeu gagné. On ne sait pas trop comment ça se passe, mais c'est ça. Elle appartient à cette catégorie de joueuses-là. Il y en a peu de joueuses qui ont ça à un si jeune âge qu'elle. Si je devais dire sur le circuit WTA en ce moment, il y a elle, il y a peut-être Sofia Kenin, l'américaine, qui a seulement 20 ans, qui a cette espèce d'aura-là qui l'entoure. Mais elle appartient vraiment à un groupe élite, puis on va espérer que ce n'est que le début de grandes choses pour Bianca. Tu as bien le mentionné, c'est pas non plus à toutes les joueuses que c'est porté aussi d'avoir, si on veut, ce charisme d'être capable de jouer avec la foule. On voyait Andreescu qui était incapable de réagir après des points clés. C'est pas de le faire après chacun des points, mais on sentait que la foule avait le goût d'embarquer avec elle dans les points. Et si je veux aller à l'inverse complètement, ce que Naomi Osaka va avoir de la difficulté à faire tout au long de sa carrière parce qu'elle est plus réservée comme joueuse, c'est pas un défaut, c'est simplement de la façon qu'elle est. Donc la foule, souvent, peut-être plus de difficulté à s'associer à cette joueuse, mais de son côté, elle, ça va être avec ses coups, son jeu qu'elle va animer le spectacle. Andreescu ajoute cette petite touche supplémentaire.
Et là, je parlais d'Osaka, ça amène quand même à dire que sa défaite à elle lui enlève ce titre de premier rang mondial au profit d'Ashley Barty. Donc, un petit échange que les deux joueurs se font au cours de l'été, mais il fallait, je pense, le mentionner quand même. Deux joueurs qui perdent en huitième de finale. Osaka contre... tu l'as mentionné tantôt, le nom m'échappe. Contre Bencic, justement, oui. Et Ashley Barty, c'était contre Kiang Wang. Donc, deux surprises si on veut, mais là, c'est l'Australienne qui file avec le premier rang mondial pour l'instant, du moins. Oui, on verra comment ça va se dessiner, ce fameux tableau, ce classement de WTA qui est sans cesse changeant, on va se le dire. Il n'y a pas grand-chose qui reste en place longtemps depuis 2017, mais Barty, nouvelle numéro 1, Osaka qui recule jusqu'au 4e rang. Andreescu, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est une dizaine de points derrière Osaka. Il suffit d'un tour de différence à un prochain tournoi, puis ça pourrait être inversé, ces deux positions-là. Donc, très intéressant de surveiller le classement WTA dans les prochaines semaines. Exactement. Je pense qu'on peut prendre soin aussi de vous remercier pour tous ceux qui ont suivi ce tournoi sur les ondes US Open. Évidemment, à la description également de nous, du côté du balado, sur l'RDS.ca également. Notez une pointe justement lors de la finale d'Andreescu de 1 95 000 spectateurs. Donc, on vous remercie grandement de nous avoir suivis lors de ce tournoi. C'est le match le plus regardé de l'histoire du tennis à RDS. Donc, quand on parle d'engouement qui entoure Bianca Andreescu, ce n'est pas que de belles paroles. Il y a des statistiques qui sont derrière ça. Ah, toi qui es un fan de statistiques, tu vas bien t'y plaire avec ce chiffre, justement, tu vas bien encore le mentionner, mais oui. Puis ce n'est que prometteur pour la suite des choses. Puis encore là, comme Stéphanie l'a dit, il ne faut pas trop s'emporter non plus, mais je pense qu'il faut prendre le temps de célébrer ce qu'Andreescu fait et qu'elle va se remettre au boulot rapidement parce que la saison est loin d'être terminée, même s'il n'y a plus de tournoi du Grand Chelem. Oui. Puis on peut terminer en invitant nos auditeurs à suivre tous les balados de RDS sur l'application iHeartRadio. Évidemment, il y a nous pour les fans de tennis, mais il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez les sports de combat, il y a le compte de 8. Si vous aimez les arts martiaux mix, il y a Dans la cage en compagnie de Benoît Baudouin et Patrick Côté. Il y a la saison de NFL qui recommence. Le sac du corps, c'est idéal avec Didier Orméjus. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On vous conseille d'aller voir ça, iHeartRadio. Exactement. Et nous, on vous remercie encore une fois de nous avoir suivis et on se donne un rendez-vous pour la suite de la saison alors que les joueurs se tourneront vers l'Asie pour la suite du calendrier. Ouais, bon tennis, puis à bientôt tout le monde. Au revoir.